Chaque année, WrestleMania, c'est l'événement le plus attendu par les fans de catch. On a la conclusion des grandes rivalités qui nous ont animés depuis le début de l'année, on a des grands moments avant, pendant et après le show, avec des débuts ou des grands accomplissements, mais WrestleMania, c'est aussi l'occasion de permettre au catch de briller au-delà de sa niche. On l'a vu dans les précédents épisodes, la WWE profite de ce grand show pour inviter des célébrités extérieures à la discipline, et si d'habitude elles ne font qu'une apparition pour chanter l'hymne américain ou pour vivre le show dans le public, il arrive parfois qu'elles fassent un petit peu plus. Et justement, en 2007, c'est précisément ce qui s'est passé, puisqu'après être apparu au mois de janvier pour se confronter à Vince McMahon, Donald Trump s'est lancé en rivalité avec le président de la WWE, et les deux ont construit un match vraiment étrange à WrestleMania 23. Bien sûr, c'est pas tout, cette édition du plus grand show de l'année nous réserve aussi plein d'autres choses, et on va donc revenir sur tout ça aujourd'hui pour comprendre pourquoi WrestleMania 23 était un show aussi étrange. On se retrouve cette année en direct de Détroit dans le Michigan au sein du Ford Field pour ouvrir cette nouvelle édition du show le plus important de l'année et après une cérémonie d'ouverture présentée par Aretha Franklin, on lance directement les hostilités avec le Money in the Bank Ladder Match. En soi, je trouve que c'est déjà un très bon point par rapport à l'année précédente où on avait eu un match clairement en dessous des attentes pour ouvrir le show, ce qui, vous allez le voir, n'est absolument pas le cas de ce combat. Et d'ailleurs, je le précise avant de commencer, je risque de pas du tout être objectif pour ce show, parce que déjà, je le regarde 17 ans plus tard, comme tous les autres, mais surtout parce que là, je l'ai vraiment regardé dans un contexte extrêmement particulier, à savoir en VF avec mon cousin, comme je le faisais avec plein de shows à l'époque quand j'étais plus jeune, donc vous comprendrez que le côté nostalgique de WrestleMania 23 était encore plus grand. Mais bon, pour revenir au match, déjà quand un Money in the Bank s'ouvre avec l'entrée de Jeff Hardy, tu sais que ça risque d'être une folie. En plus, il est rejoint par King Booker, Finlay, CM Punk et Mr. Kennedy qui font leur début à WrestleMania. Son frère Matt fait également son entrée, puis Randy Orton et enfin Edge rejoignent le ring. Et donc, ce match de l'échelle à 8 catcheurs promet déjà avant même d'avoir commencé. Parce que oui, même sans Shelton Benjamin, on va avoir des folies dans ce match. Déjà, d'entrée de jeu, tout le monde part à l'extérieur et étonnamment, c'est Finlay qui va nous offrir le premier spot aérien de ce match, ce qui permet à Edge et Matt Hardy de partir à la lutte dans le ring. Bon, clairement, on est très vite dans l'essence du Money in the Bank avec les catcheurs qui se succèdent pour tenter de décrocher la mallette, mais aussi de la violence à l'extérieur puisque CM Punk déroule sur ses adversaires avec un mini escabeau avant d'être repris par Edge. Justement, la Superstar Classe X, ça va être un vrai point central de ce match et il signe lui-même son arrêt de mort en installant une échelle entre le ring et la barricade, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En attendant, la lutte explose dans tous les sens avec CM Punk qui a déjà le crâne ouvert et Booker T qui déroule dans le ring sur tous ses adversaires avant de ressortir son spinner Rooney, qui est très vite calmé par le retour des Hardy Boys. Les deux frères vont donc tenter de travailler ensemble pour la première fois de ce match, mais Finlay revient et Edge peut alors écraser Matt sur l'échelle pour permettre à Mr. Kennedy d'avoir lui aussi son petit moment de domination. Bon, ça va pas non plus durer bien longtemps, parce qu'alors qu'il s'élance sur Matt Hardy avec une incroyable senton, il est esquivé et s'écrase tout seul sur l'échelle, ce qui lui vaut ensuite de se recevoir une immense Swanton Bomb de Jeff Hardy qui est vraiment à la hauteur des attentes. Les frères Hardy vont alors profiter de ce moment pour débarrasser le ring, mais ils comprennent très vite qu'ils sont dans un match où il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, et leur lutte au sommet leur coûte très cher puisque Finlay les fait tomber et reprend l'avantage. Franchement, c'est un match que j'ai beaucoup aimé parce que même s'il n'y a pas de big men à proprement dit comme dans les éditions précédentes, on a quand même beaucoup de styles différents et tout ça, ça va se confirmer rapidement avec l'arrivée de Edge qui découpe tout le monde avec son spear pour dominer le combat. D'ailleurs, Edge il va être tellement dominant à ce moment-là qu'il arrive même à calmer les ardeurs de CM Punk qui débute à WrestleMania en tant que catcheur après être apparu comme figurant l'année précédente, et il installe alors une gigantesque échelle dans le ring dont il est poussé par Randy Orton. Cette chute met alors un terme à la prise de confiance de Edge et elle met carrément un terme à sa présence dans le match puisqu'au même moment, Matt et Jeff Hardy reviennent dans le combat pour nous offrir le spot de la soirée. Oui, celui-là vous l'avez très certainement vu et revu dans tous les clips qui ont été diffusés par la WWE, Matt Hardy place Edge sur l'échelle couchée à l'extérieur pendant que son frère grimpe sur celle placée dans le ring, et dans un moment absolument exceptionnel, Jeff se jette avec une descente de la cuisse colossale et s'écrase sur son adversaire sous l'ovation des fans. Ce spot, il est bien sûr extrêmement marquant de par sa violence, mais en plus je trouve qu'il est très utile pour l'histoire qui est racontée dans le match, parce qu'en fait il permet de justifier le départ de Edge et Jeff Hardy, qui étaient jusqu'à présent deux prétendants extrêmement crédibles. Avec ça, on peut du coup imaginer la victoire de n'importe qui, et Randy Orton le confirme en enchaînant les RKO dans le ring pour prendre l'avantage avant d'exploser CM Punk du haut de l'échelle avec sa prise de finition. Bon, malheureusement, il n'arrive pas à faire la même chose sur Booker, puisqu'il déguste un incroyable bookend en hauteur, mais tout ça ne permet pas au roi de remporter la mallette, puisque Matt Hardy revient et utilise Charmel pour forcer Booker à abandonner son ascension. De tout ça, c'est Finlay qui ressort grandi, ce qui est un peu bizarre, mais il reprend Matt Hardy malgré son crâne ouvert et l'écrase sur l'échelle, et il reçoit en plus l'aide de Hornswoggle qui est déterminé à l'aider à gagner. Bon, malheureusement, Swoggle il va pas faire long feu dans le match, c'est juste un petit moment de comédie parce que Mr. Kennedy revient et lui envoie un Fireman Scary Slam hallucinant du haut de l'échelle,
dont je me rappelais encore très précisément avant de revoir ce match. Non, vraiment, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué parce que Hornswoggle il prend extrêmement cher et en plus ça mène directement à la fin du match parce qu'au même moment, CM Punk revient et se débarrasse de Finlay avant de grimper à l'échelle et d'être rejoint par Mr. Kennedy, qui finit par lui envoyer une échelle en plein visage pour enfin conclure son ascension et décrocher la mallette la plus importante de sa carrière. Et là, malheureusement, il y a en fait plus de choses à dire sur l'après-match que sur la victoire de Kennedy en soi. Parce que si à l'époque c'était une excellente idée de lui donner la mallette, c'était un catcheur hyper prometteur qui vraiment allait avoir un avenir grandiose, sa victoire en fait elle a été totalement gâchée. Et oui, malheureusement, quelques temps plus tard, il subira une blessure que la WWE jugera trop importante pour simplement l'écarter des rings, et il va donc perdre sa mallette contre Edge avant de réaliser que ce dont il souffrait n'était pas si grave que ça. La réalité, c'est aussi que Mr. Kennedy n'était à l'époque pas apprécié par certaines grandes stars de la WWE, ce qui a clairement posé problème dans sa carrière, et si on reviendra bien sûr un jour en détail sur son histoire, je voulais quand même le préciser parce que ça entache cette victoire à WrestleMania. Mais bon, sur le moment, c'est quand même très cool de voir ce jeune catcheur créer un grand impact dans sa carrière en gagnant un prix très important, et j'imagine qu'en 2007, tout le monde avait hâte de voir la suite parce que c'est un choix hyper logique. Mais bon, la suite du show, en l'occurrence, nous, on va pas s'y attarder très longtemps parce qu'on arrive au match entre Kane et le Great Khali. Alors, je vais pas perdre du temps à vous expliquer que ce match n'est pas incroyable, déjà sur le papier, il fait pas forcément envie, mais en soi, il a juste le rôle du match de pause dans la soirée, donc on peut pas non plus lui en vouloir de faire ce qu'on lui demande. L'histoire, elle est vraiment très simple. Dans les semaines précédentes, des tensions ont augmenté entre les deux, avec notamment le Great Khali qui a coûté à Kane son match de qualification dans le Money in the Bank, et donc ce match s'est organisé naturellement sur la plus grande scène du monde. Donc comme je l'ai dit, on va pas rester 1000 ans dessus, le match dure 5 minutes et c'est un rythme bien lent avec des prises très basiques, et Kane qui veut absolument promouvoir son film en sortant son espèce de crochet là, ce qui finit d'ailleurs par bien l'aider puisqu'il l'utilise dans le dos de l'arbitre pour envoyer un low blow à son adversaire. Cette action lui permet de sortir le seul moment important de ce match, entre guillemets, puisqu'il va soulever le géant et lui placer un enfourchement, avant de tenter d'enchaîner avec son chokeslam mais de se faire contrer, puisque le Great Khali finit par l'écraser avec son finisher, pour remporter ce combat expéditif. Donc voilà, la petite pause est terminée, le match était vraiment pas bon, il sert juste à mettre en avant le Great Khali pour l'entraîner dans sa rivalité contre John Cena, et donc nous, on peut passer au match suivant. Et ce match, il m'a très positivement surpris. En fait, on a un match pour le titre des États-Unis entre MVP et Chris Benoit qui part d'une histoire très simple, puisqu'on a juste MVP qui prétend depuis des semaines être le vrai champion des États-Unis, et donc il défie Benoit à WrestleMania pour confirmer ses propos. Sauf que, avec une histoire aussi simple et malgré un MVP en tout début de carrière, puisque son premier combat à la WWE date d'octobre 2006, on va avoir quand même quelque chose de très solide. Les deux vont directement commencer avec un match technique dans lequel MVP va pouvoir essayer de rivaliser avec ce style très propre à Chris Benoit, et franchement, c'est un combat que j'ai beaucoup apprécié. Après, j'en avais personnellement aucun souvenir, donc il faut dire qu'il m'a pas marqué plus que ça à l'époque, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je m'en rappellerai pendant un bon moment. Les deux sont juste parfaits dans leur rôle, avec MVP qui fait de son mieux et qui arrive à dominer le champion pendant plusieurs minutes, pendant que de son côté, Chris Benoit trouve des ouvertures sur chaque action de son adversaire, et arrive alors à l'écraser avec des German suplex. J'ai aussi beaucoup aimé que MVP domine largement la majorité de l'affrontement, ça lui permet en fait d'étaler son arsenal et de un peu mieux s'établir à la WWE, et même si la petite pause au milieu du combat m'a pas forcément plu, elle mène à une action qui régale absolument tout le monde. En fait, MVP arrive à surprendre Benoit à plusieurs reprises et il lui place même sa descente du coude pour se mettre en confiance, mais comme je l'ai dit, le champion est suffisamment bon pour revenir et il esquive le coup de pied de son challenger avant de l'enchaîner avec des suplexes. Pour encore crédibiliser MVP, ce dernier arrive quand même à s'en sortir une première fois, mais malheureusement pour lui, Benoit le surprend à nouveau et cette fois-ci il arrive à le coucher à 3 reprises, avant de grimper sur la 3e corde pour conclure ce match avec un diving headbutt. Alors, je sais qu'on pourrait critiquer cette fin, parce que clairement, le diving headbutt, c'est pas la prise la plus forte de l'arsenal de Benoit, mais en soi, ça permet d'éviter de faire abandonner MVP pour sa première apparition sur la plus grande scène du monde, donc je trouve que c'est quand même relativement bien pensé. Franchement, j'ai hâte de voir vos avis sur ce combat, en tout cas pour ceux qui regardent le show ou qui en ont des souvenirs, parce que pour moi, c'est une très bonne surprise, et quand on sait qu'après ça, MVP va continuer à progresser pour justement remporter la ceinture au mois de mai, ça nous montre que sa construction était finalement très bonne. Et justement, ce qui est cool avec ce show, c'est que à part le match entre Kane et le Great Khali, on a jusqu'à présent de très bons combats, et franchement c'est loin d'être fini. Parce que oui, avec tous les WrestleMania qu'on a vus, on a eu l'occasion de voir beaucoup de matchs de l'Undertaker. Évidemment, il les a tous gagnés, mais on doit être honnête, la plupart étaient franchement très moyens. Celui contre Randy Orton était certes très sympa, mais à part lui, on a majoritairement eu des matchs moyens, et certains étaient même juste mauvais. Sauf que là, on y arrive enfin. À partir de WrestleMania 23 et pendant au moins les 5 prochaines années, l'Undertaker va nous sortir des matchs de fou pour défendre sa streak, et donc après avoir remporté le Royal Rumble, il décide de défier le champion du monde Batista sur la plus grande scène du monde, pour avoir ce match fantastique.
Bon, rapidement avant ça, on a quand même quelques petits segments, dont un avec le Boogeyman et Trump dans les vestiaires, qui sert à rien en fait, à part à dire que regardez Trump, il est trop fort, il a même pas peur du Boogeyman. Et on a aussi la cérémonie d'intronisation du Hall of Fame, avec quand même quelques beaux noms, dont notamment Dusty Rhodes, qui est présenté par ses deux fils pour permettre la toute première apparition de Cody à la WWE. Mais bon, maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, on y arrive enfin, il est temps de parler du match entre le vainqueur du Royal Rumble invaincu à WrestleMania et le champion du monde au sommet de SmackDown. Ce match pour moi c'est vraiment la preuve qu'un résultat prévisible ça empêche pas du tout d'avoir un très bon combat. Parce que si aujourd'hui c'est très facile de dire que l'Undertaker va gagner, on sait qu'à l'époque les gens avaient aussi aucun doute sur sa victoire puisque la WWE montre un petit sondage quelques instants avant le début de l'affrontement et on comprend qu'à l'époque, très peu de fans imaginent que Batista va repartir avec le titre. Et pourtant, après avoir fait son entrée et avoir été rejoint par l'Undertaker, l'animal va lancer les hostilités de manière parfaite et faire douter tout le monde, en se jetant sur le Deadman avec un spear avant de le passer à tabac dans le coin pour directement prendre l'avantage. Même si la résistance de l'Undertaker est montrée très tôt dans le match puisqu'il arrive à contrer et ne se laisse pas surprendre en étant envoyé hors du ring, on voit quand même que Batista est déterminé à choquer le monde et c'est juste parfait. La stratégie de l'animal est précise et vraiment particulière puisqu'il envoie l'Undertaker sur l'escalier et ne le lâche pas dans le ring en se jetant sur lui pour ne lui laisser aucune seconde de répit, et comme le dit Christophe Ajus au commentaire à ce moment-là, le champion catch presque comme un challenger. Tout le long du match, on va voir un Batista sur l'offensive, et rien que ça, c'est un point hyper important de cette opposition. En fait, tout le monde sait à quel point l'Undertaker est dangereux à WrestleMania. Arriver à cette 23e édition, affronter le Deadman, c'est clairement pas la même chose qu'affronter n'importe quel autre challenger, et d'ailleurs, l'Undertaker le montre très bien puisqu'il revient dans le ring et déroule ses classiques sur le champion. Batista se retrouve alors en difficulté, mais pour confirmer que lui aussi est très sérieux, il arrive à repousser le chokeslam du Deadman, et même s'il est couché juste après ça et envoyé à l'extérieur, Batista ne lâche absolument rien. L'Undertaker de son côté réalise qu'il est contre un adversaire sérieux et il passe la seconde avec sa classique descente de la cuisse qui passe très bien, et pour encore une fois régaler les fans, le Deadman s'élance depuis l'intérieur du ring pour détruire son adversaire, dans un spot juste magnifique. Et en fait, si j'ai dit au début que le match, malgré son résultat prévisible, était très cool, j'irais même jusqu'à dire qu'il est encore plus plaisant à voir aujourd'hui. Parce que en le voyant, tu comprends tout ce qui va se passer dans les années suivantes à WrestleMania. Si on voit déjà que Batista a appris de certaines erreurs de ses prédécesseurs, on verra les années suivantes que ses successeurs apprendront en regardant ce match, et c'est là que l'histoire du Deadman à WrestleMania est pour moi juste parfaite. Justement, au même moment, Batista revient en envoyant le Deadman aux abords du ring et il augmente le degré de violence pour fragiliser l'Undertaker, à tel point qu'il grimpe avec lui sur la table des commentateurs pour l'écraser avec un impressionnant powerslam. Et je sais que ça peut paraître un peu bête à certains, mais moi quand je vois ce match, je me revois essayer de battre la streak sur WWE 2K14. À l'époque, on faisait absolument tout et n'importe quoi pour empêcher l'Undertaker de se relever et de nous contrer, et c'est précisément ce que fait Batista dans la vraie vie. Donc non seulement ça investit tout le monde dans le match, mais en plus ça le rend trop cool à voir. Bien sûr, tout ça, ça suffit pas, puisque de retour dans le ring, l'Undertaker se dégage et Batista est contraint de le rouer de coups pour essayer de garder le contrôle, mais ça ne fonctionne toujours pas, puisqu'alors qu'il tente sa Batista bombe, le Deadman revient enfin. Là encore, Batista a tout prévu, il arrive à son tour à contrer et à garder l'avantage, mais il commet ce soir la même erreur que Triple H et Randy Orton en leur temps, puisqu'il se perche sur le coin pour frapper son challenger, et l'Undertaker en profite pour le clouer au sol avec un last ride. Avec ça, le Deadman est persuadé d'avoir repris l'avantage, mais alors qu'il tente une projection dans les cordes, il est contré de nulle part et Batista le couche avec son Spinebuster. Dans un enchaînement de contres juste parfait, l'Undertaker ne se laisse pas non plus surprendre et il bloque la Batista bombe de Batista pour placer son chokeslam, mais alors qu'il prépare son tombstone, le champion le contre encore et le couche avec un spear. Ça y est, l'animal a été libéré. Il attrape l'Undertaker et s'empresse de l'écraser avec sa Batista bombe, mais sous l'ovation des fans, le challenger lève l'épaule et sauve sa streak ainsi que ses espoirs de remporter le titre. Après plus de 10 minutes de match, on sent vraiment les deux hommes à bout de force et ça se confirme avec Batista qui perd une seconde en préparant sa deuxième Batista bombe, ce qui laisse alors le temps au Deadman de revenir dans le match. L'Undertaker lui ne perd pas de temps, il envoie Batista dans le coin et le place pour son tombstone, et enfin, alors que l'animal était sur le point de créer l'exploit, il se fait planter la tête dans le sol et couvrir par son challenger, et l'Undertaker gagne alors un nouveau match sur la plus grande scène du monde. Et là, ce qu'on voit, c'est que entre le suspense conservé par la performance de Batista, le côté motivé et prêt à tout de ce dernier et les enchaînements très bien amenés, ce match fait clairement partie d'un des meilleurs de la streak de l'Undertaker. Et pour moi, en 2007, si on regarde les précédents matchs de l'Undertaker à WrestleMania, c'est clairement le meilleur. Et même si WrestleMania 25 et 26 ont bien plus marqué les fans, je maintiens que ce match reste un classique. Du coup, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille vivement d'aller le voir, et nous, on va pouvoir se diriger vers la deuxième moitié du show qui, malheureusement, n'est pas aussi bonne.
Et oui, c'est un petit peu ça le problème de ce WrestleMania. En fait, on a 4 vrais bons matchs, et le reste c'est soit des combats de meublage, soit un match fait pour le grand public, qui du coup n'est pas hyper intéressant. Mais bon, celui-là, on y arrivera en temps voulu. En attendant, le match suivant, il est assez spécial, puisqu'il s'agit du 4 contre 4 opposant les ECW Originals au New Breed. Cette histoire, elle se déroule en fait du côté de la ECW, puisque depuis juin 2006, la WWE a créé cette troisième branche pour tenter de ressusciter une grande entreprise disparue, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas très bien marché. Mais en soi, ça, on s'en rend pas encore tout à fait compte à l'époque, et justement, la troisième branche prend une direction plutôt sympa. Elijah Burke a formé le New Breed avec Kevin Thorne, Marcus Corvon et Matt Striker, et ils ont même été rejoints par CM Punk pendant un moment. Et bien sûr, leur idée est super simple, ils veulent débarrasser la ECW des vieillards et dominer le roster. À tout ça va très vite se mêler Vince McMahon, qui lui aussi veut apporter un air nouveau à la ECW, et donc, semaine après semaine, la rivalité s'envenime pour mener à ce match sur la plus grande scène du monde, et en soi, vous allez voir qu'il n'est pas si horrible que ça. Non, vraiment, il permet les débuts à WrestleMania de toute l'équipe du New Breed, mais aussi de Sandman et de Sabu, et il commence même plutôt bien avec justement ce dernier qui déroule sur Matt Striker pour faire vraiment plaisir aux fans. On a même droit après ça à une descente de la cuisse du Sandman et à une grosse domination des originaux de la ECW, qui ne perdent le contrôle qu'à cause d'une distraction de Ariel qui permet une intervention de Marcus Corvon. Jusque là, tout est hyper logique, le New Breed est un clan de heel et ils vont donc dominer Tommy Dreamer en montrant chacun de quoi ils sont capables, et tout ce segment permet alors aux 4 jeunes de briller comme il faut sur la plus grande scène du monde. Sauf que, justement, c'est à ça que ce match aurait dû servir pour moi, mettre en avant le New Breed. Et au final, vous vous en doutez, c'est pas ça qui se passe. Parce que même si Marcus Corvon entre dans le ring pour malmener Tommy Dreamer et qu'il ralentit le match avec une prise de soumission, Dreamer trouve très vite une solution et se débarrasse de lui et d'Elijah Burke pour faire rentrer Rob Van Dam et déjà mené à la fin du match. Et oui, de son côté, Corvon a réussi à faire rentrer Striker et Orvidi peut alors dérouler sur son adversaire qui vend magnifiquement les prises, et même s'il est sorti du ring par une nouvelle intervention, Van Dam est encore sauvé puisque Sabu frôle la mort pour s'élancer sur Marcus et redonner l'avantage à son équipe. Au même moment, sur le ring, Dreamer couche Striker avec un DDT et le Sandman envoie Burke à l'extérieur, ce qui permet enfin à Orvidi de monter sur la 3ème corde, puis d'écraser Striker avec son 5-star frog splash pour lui river les épaules et remporter ce match. Alors autant je comprends totalement l'idée de vouloir mettre la ECW sur la carte de WrestleMania, je comprends aussi le principe de proposer un combat un peu rapide et bordélique pour souffler après le Batista Undertaker, mais de une, le match du coup, il est pas forcément terrible, et de deux, je maintiens que c'est pas les bons catcheurs qui gagnent à la fin. Déjà, les fans s'en foutent un petit peu, on va pas se mentir, et faire gagner les faces, ça les aide même pas à s'investir. Donc pour moi, si la WWE voulait mettre la ECW en avant comme une branche de développement, ça aurait été beaucoup mieux de faire gagner le New Breed. En plus, ce qui est encore plus dommage, c'est que ce match, ils vont le refaire dès l'épisode suivant de la ECW, et déjà il sera en Extreme Rules et il sera bien mieux que celui à WrestleMania, mais en plus, cette fois-ci, ils vont pas faire l'erreur de faire encore perdre le New Breed. Donc je comprends certes l'idée de vouloir mettre en avant les ECW Originals et presque les récompenser pour tout ce qu'ils ont fait, mais je me demande si ça aurait pas été plus intéressant de faire gagner Elijah Burke et compagnie. Mais bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé de ce match qui en fait ne dure que 6 minutes, ce qui est vraiment court pour un 4 contre 4, et donc on va pouvoir passer à la suite avec probablement le match qui était le plus mis en avant à l'époque. Et oui, on y arrive, j'en ai parlé au début, il est l'heure d'aborder la bataille des milliardaires entre Donald Trump et Vince McMahon. Alors non, je vous spoil tout de suite, ils vont pas vraiment s'affronter parce que oui, à la base, les tensions montent bel et bien entre les deux et ils cherchent à montrer qu'ils sont plus riches que l'autre globalement, mais très vite, le match est rendu officiel, Trump et McMahon seront chacun représentés à WrestleMania par un catcheur de leur choix, qui s'affronteront pour déterminer qui est le meilleur des deux. Mais en fait, pas que, parce que oui, il fallait bien un petit peu plus d'enjeu. Et donc, en cas de défaite de son catcheur, le perdant, qu'il soit Donald Trump ou Vince McMahon, devra se faire raser le crâne, et là, ça donne déjà un peu plus envie. Parce que oui, à l'époque, Donald Trump aux États-Unis, c'est plus un mec de la télé qu'autre chose, parce qu'au-delà d'avoir fait fortune dans l'immobilier, il apparaît dans sa très populaire émission The Apprentice, qui lui permet de se faire grandement apprécier. Mais du coup, forcément, les fans ont quand même envie de voir un des deux milliardaires se raser le crâne. Et donc, Vince McMahon choisit d'être représenté par Umaga, pendant que Donald Trump, lui, se tourne vers Bobby Lashley, et pour s'assurer que ce match se déroule dans les règles, Stone Cold Steve Austin est désigné arbitre spécial. Et donc on y arrive. Après avoir vu diverses célébrités donner leurs pronostics pour cet affrontement, on accueille la chaise de Barbier puis Vince McMahon et le champion intercontinental Umaga, qui sont rejoints peu de temps après par Donald Trump, et enfin le champion de la ECW, Bobby Lashley. Les 4 hommes sont finalement rejoints par probablement le mec le plus populaire de ce match, qui n'est pourtant que l'arbitre Stone Cold Steve Austin, et enfin la bataille des milliardaires peut commencer. Alors honnêtement, je sais pas comment ce match a été reçu à l'époque, mais quand on le voit aujourd'hui, ça paraît tellement évident que Vince va perdre. Je veux dire, Trump est là pour faire sa pub et s'amuser, et il va totalement disparaître après,
Stone Cold est un ennemi historique de Vince et le public rêve de voir le président de la WWE avec le crâne chauve, donc encore une fois, pour moi, ça paraît ultra évident. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'en 2007, il y avait un certain doute, parce qu'en vrai, même s'il a déjà perdu contre John Cena, Umaga, ça reste une menace très sérieuse, et il le prouve justement en début de combat en résistant aux attaques de Bobby Lashley. Bon, c'est quand même le champion ECW qui garde le contrôle après ça, et il se débarrasse vite de Armando Estrada pour repartir à la lutte avec son adversaire, mais sur une esquive, Umaga reprend le contrôle et envoie Lashley s'exploser violemment à l'extérieur du ring. En soi, on pourrait s'attendre à un match plutôt lent entre les deux brutes, mais il faut pas oublier que Umaga et Lashley, ça reste des catcheurs capables de folie, et ils l'ont d'ailleurs prouvé à la ECW quelques semaines plus tôt, et en plus, avec l'implication de Stone Cold, le match prend très vite une tournure encore plus particulière. Du coup, c'est pas un match qui est beaucoup apprécié, j'ai l'impression, peut-être surtout parce que l'histoire est pas vraiment centrée sur les catcheurs, mais je trouve ça quand même cool parce que ça permet à Umaga et Lashley de briller sur la plus grande scène du monde, ce que malheureusement, ils auront pas trop l'occasion de faire après ça. En plus, c'est tous les deux leur première apparition à WrestleMania et c'est Umaga qui va dominer cette seconde partie de combat en imposant sa force et son rythme, mais bien sûr, très vite, le centre du match va se placer sur les deux milliardaires. Et oui, c'est un petit peu ça le problème de ce combat, Lashley et Umaga, ils servent en fait que de bras armés aux principaux intéressés de cette histoire, et du coup, Vince McMahon va très vite monter sur le bord du ring pour se faire balancer à l'extérieur par Lashley, qui va alors pouvoir revenir dans le ring en découpant son adversaire avec une corde à linge. Bon, là on a quand même le moment que j'ai le moins apprécié dans ce match, parce que ça fait pas si longtemps que Lashley et Umaga s'affrontent, et pourtant ils arrivent même pas à se relever avant le compte de 9 de Stone Cold, mais évidemment, pour ne pas laisser ce match se terminer bêtement, Austin arrête le compte et s'assure qu'un des deux milliardaires finira chauve comme lui. Après, en soi, le spot, il est pas si déconnant que ça, mais c'est juste qu'il arrive très tôt dans le match et sur une simple corde à linge, même si elle est très violente, et donc je trouve ça assez dommage, mais ça permet quand même de passer à la seconde partie du match, puisque Shane McMahon fait son entrée, et Lashley est alors encore plus en difficulté. En fait, alors qu'Umaga domine dans le coin, Stone Cold vient le tirer par les cheveux pour le forcer à lâcher la prise, mais Shane s'interpose en montant sur le tablier du ring, et tout ça dégénère très rapidement, puisqu'au moment où il se retourne, Austin est couché par un Samoan Spike du champion intercontinental. Il n'y a alors plus d'arbitre dans le match, et Shane McMahon peut donc monter dans le ring pour aider Umaga à malmener Lashley, et le fils du président en profite pour détruire le représentant de Donald Trump avec son coast-to-coast sur une poubelle. Le champion de la ECW est alors à la merci de la famille McMahon puisque Shane retire sa chemise et révèle un t-shirt d'arbitre, mais alors qu'Umaga s'élance depuis la troisième corde et couvre Lashley, Stone Cold revient et sort Shane du ring pour reprendre sa place. À nouveau couché par Umaga, Austin est enfin soutenu par Donald Trump qui se jette sur Vince McMahon dans une scène qui a tourné en boucle au moment de la présidentielle de 2016, et enfin dans le ring, Stone Cold contre le champion intercontinental et l'explose avec son stunner, pour permettre à Lashley d'enchaîner avec son spear et de river les épaules du Samoan Bulldozer pour forcer Vince McMahon à se faire raser le crâne. Bon, on passera sur les talents d'acteur de Vince à ce moment-là, hein, c'est vraiment pas terrible, mais attention parce que après ça, c'est même pas fini puisque Shane revient dans le ring et se fait déchirer par Stone Cold, ce qui permet à Vince de discrètement ramper pour tenter de fuir la scène. Clairement, McMahon il est persuadé qu'il va pouvoir s'en sortir avec ses cheveux, mais Lashley sort du ring et le rattrape pour le porter jusqu'à ses bourreaux, et la chaise de barbier est alors placée dans le ring pour offrir aux fans ce qu'ils attendent. On a donc droit à une véritable scène de cartoon qui se termine par Vince qui prend un stunner et qui est menotté sur la chaise, et enfin, Trump, Lashley et Austin s'associent pour raser le crâne du président de la WWE, sous l'ovation des fans. L'humiliation va en plus jusqu'au bout puisqu'ils lui mettent carrément de la mousse à raser sur la tête pour vraiment enlever tous ses cheveux, et pour conclure ce segment en beauté, Stone Cold envoie un dernier stunner cette fois-ci à Donald Trump, pour confirmer quand même qu'ils sont pas plus potes que ça. Bon, voilà, ça c'était vraiment le gros segment comédie de la soirée qui sert majoritairement à faire parler du catch dans les médias traditionnels, ce qui en vrai a plutôt bien fonctionné à l'époque, mais en soi c'est rien d'historique parce que malheureusement Lashley et Umaga pourront pas utiliser ce moment pour se mettre en avant. En fait, c'est bizarre, mais le seul qui va ressortir grandi de tout ça, c'est Vince lui-même, puisqu'il va se diriger dans un personnage complètement fou à la ECW avec son durag là. Mais puisque tout ça mène finalement à sa mort, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Oui, posez pas de questions sur sa mort, on en reparlera. Bref, écoutez, avec tout ça, on arrive plus bien loin du main event, mais vous l'aurez remarqué, on n'a toujours pas eu de match féminin sur la carte. Et oui, malheureusement, on a eu quelques années avec des matchs féminins plutôt sympas, ou du moins avec des histoires relativement réfléchies, mais là, c'est plus du tout le cas. Ce soir, on a juste un match de championnat entre Ashley et Melina, qui a la particularité d'être un match des bûcherons, et franchement, c'est assez triste. Déjà, autour du ring, on a Mickie James, qui pour rappel devenait championne l'année précédente, mais en plus, le match est vraiment pas terrible, on a juste des échanges dans le coin et quelques prises par-ci par-là, et finalement, après 3 minutes d'un combat dans lequel on sent clairement que Ashley est une grande débutante dans le ring,
Melina arrive à retourner un tombé pour lui river les épaules et conserver son titre. Donc voilà, c'est presque juste triste à voir en fait, le match il est juste là pour combler le vide et pour calmer le public avant le main event et il se termine bien sûr sur une bagarre générale pour justifier la présence des autres catcheuses. Donc vraiment, c'est rien de très intéressant et quand en plus on connaît le destin tragique de Ashley, bah c'est encore plus triste à voir. Du coup, on passe assez vite dessus et on croise les doigts pour avoir mieux l'année suivante. Bon, spoiler, ce sera pas le cas. Et nous, on va pouvoir enfin se diriger vers le main event, le match pour le titre de la WWE entre John Cena et Shawn Michaels. L'histoire de ce match, elle est très simple, mais pourtant, elle est excellente. Alors, je l'ai déjà raconté en détail dans ma vidéo sur les 380 jours du règne de John Cena, puisqu'à l'époque on est en plein dedans, mais on va quand même la résumer dans les grandes lignes pour que tout le monde comprenne le contexte. Tout commence au lendemain du Royal Rumble 2007, quand Shawn Michaels annonce vouloir défier John Cena pour le titre de la WWE sur la plus grande scène du monde. Michaels est arrivé en finale du Royal Rumble et il imagine bien que l'Undertaker va défier Batista, ce qui se confirme peu de temps après, et il finit donc par battre Edge et Randy Orton pour devenir officiellement challenger numéro 1 au titre de John Cena. Sauf que l'histoire, elle s'arrête pas du tout là. Après ça, Orton et Edge vont s'en prendre à Cena et le champion va alors recevoir l'aide de son challenger, ce qui va mener les deux rivaux de WrestleMania à faire équipe dans une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Parce que au-delà de l'affrontement rêvé entre un des plus grands de tous les temps qui n'a pas remporté de ceinture mondiale depuis 2002 et le nouveau visage de la WWE qui détient ce titre depuis septembre 2006, on va avoir une rivalité partagée entre respect et haine. En fait, Michaels et Cena vont carrément commencer à faire équipe à ce moment-là et ils se promettront mutuellement de se soutenir jusqu'à WrestleMania, ce qui les mène finalement à remporter les titres par équipe au mois de janvier 2007 en venant à bout de Rated RKO. Dans tout ça, le champion se méfie fortement de son partenaire et rival puisque Shawn Michaels a derrière lui un historique de nombreuses trahisons, et finalement, à quelques semaines du plus grand show de l'année, Michaels finit par passer à l'acte et il envoie un switch in music à John Cena pour se mettre en confiance en vue de son match de championnat. Et donc on y arrive. La moitié des champions par équipe fait son entrée sur la plus grande scène du monde et il est rejoint par son partenaire et adversaire du soir, le champion de la WWE qui nous fait une très grosse entrée, John Cena. Bon, je trouve qu'on n'a pas non plus la meilleure des entrées de Cena à WrestleMania parce qu'une fois sorti de la voiture, il reprend son entrée classique, mais il se retrouve bel et bien dans le ring contre Shawn Michaels pour un match qui s'annonce grandiose. Et clairement, on va pas être déçu. Le combat part très vite après un face-à-face et c'est Shawn Michaels qui prend directement l'avantage sur John Cena pour rapidement lui faire comprendre qu'ils ne sont pas au même niveau. Même si le champion est venu à bout de Triple H l'année précédente, Shawn Michaels lui est un adversaire totalement différent et il le prouve très vite en imposant son style et son rythme dans les premières minutes de l'affrontement. Le champ est alors en grande difficulté et même s'il arrive à surprendre HBK avec une corde à linge pour se remettre en confiance, il est très vite surpris par son challenger qui l'envoie à l'extérieur pour passer à l'étape suivante. Michaels déroule avec un enziguri et le champion est alors groggy devant la table des commentateurs et justement pour nous offrir déjà une première folie, le Heartbreak Kid s'élance avec un springboard moonsault sur Cena qui fait exploser la foule. Le match tourne alors totalement en la faveur de Michaels et il va dérouler les atémis sur le champ dans le ring en ne lui laissant aucune chance de revenir puisqu'il se concentre sur sa jambe pendant de longues minutes. Comme souvent, Cena tente de revenir avec des droites qui sont accueillies par les huées du stade, mais il a face à lui un adversaire beaucoup trop résistant et talentueux qui ne laisse rien passer. Les coups sont alors échangés dans le coin et enfin le champion réussit à trouver une ouverture en esquivant son challenger qui part s'ouvrir le crâne dans un des 4 poteaux du ring. John Cena réalise alors que c'est son moment et il va donc enchaîner HBK de droite en déroulant ses classiques et en ignorant les huées des fans, ce qui lui permet de placer son 5 Knuckle Shuffle et de préparer son FU. Heureusement pour lui, Michaels réussit à descendre et il veut surprendre son adversaire avec un switch in music, mais Cena l'esquive au dernier moment et c'est finalement l'arbitre qui est touché en plein crâne. Le champion pense pouvoir profiter de la situation en attrapant Michaels sur ses épaules pour son FU, mais là encore HBK le surpasse et il contre la prise avec un gros DDT. À bout de force, les deux rivaux sont cloués au sol au centre du ring, mais très vite, Michaels comprend qu'il a une ouverture. Il profite de l'absence d'arbitre pour partir à l'extérieur et préparer les escaliers, et il traîne le champion dessus pour lui infliger un violent piledriver qui rend John Cena complètement inconscient. Michaels enchaîne en traînant le corps du champion dans le ring pour tenter de lui river les épaules, mais au moment où enfin un nouvel arbitre fait son entrée, Cena trouve la force de lever l'épaule et il reste dans le match. Mais le Heartbreak Kid ne se laisse pas impressionner. Il enchaîne sur son adversaire et le couche avec sa descente du coude avant de préparer son switch in music, mais là encore, le champion est toujours là et il découpe HBK avec une corde à linge. Comme l'année passée, les fans espèrent voir Cena quitter WrestleMania sans sa ceinture et ils lui font vraiment savoir en le huant alors qu'il enchaîne les droites avec son adversaire, mais les espoirs de la foule sont finalement réduits à néant puisque même quand Michaels arrive à surprendre John Cena avec un tombé, le champ arrive à se dégager. À bout de force, champion et challenger tentent le tout pour le tout au centre du ring, mais alors que Michaels semble utiliser ses dernières forces pour augmenter le rythme du match,
il est surpris de nulle part par son adversaire qui le place sur ses épaules et le couche avec un FU. Le champ met alors quelques secondes pour ramper sur le corps de Shawn Michaels et alors que la salle entière pense que c'est terminé, HBK choque le monde et se dégage. Cena lui-même n'en revient pas et il espère en finir pour de bon en plaçant Michaels sur le coin pour un FU depuis la 3e corde, mais le challenger est encore dans le match. Hors de question pour Michaels de lâcher l'affaire sur la plus grande scène du monde. Il repousse John Cena et s'élance avec un crossbody, mais il est déjà trop tard. Le champion de la WWE a encore des forces dans ce second souffle, il retourne Michaels et le place sur ses épaules pour préparer un second FU, qui mettra sans aucun doute un terme à ce match. Mais non. Michaels l'a encore vu venir, il tombe sur ses jambes et Cena tente à 3 reprises de placer son STFU qui a déjà fait Triple H l'année précédente, mais là encore, HBK reste dans le match et le contre avec un roll-up. À ce moment-là, on réalise très bien qu'on est en fin de match et pourtant le rythme ne ralentit pas du tout, il est encore juste dingue, d'autant que quelques instants après, le champion arrive enfin à coincer son adversaire dans un STFU pour se garantir la victoire, mais sous une nouvelle explosion du stade, Michaels rampe et attrape la corde pour se libérer. Cena met à ce moment-là trop de temps pour lâcher et l'arbitre est donc obligé de se mêler physiquement de la rencontre pour repousser le champion. Et justement, alors que Cena discute avec lui, il est surpris de nulle part par un switch in music de Shawn Michaels qui fait exploser les trois. Le Heartbreak va alors ramper lentement jusqu'au corps du champion pour un tombé qui pourrait enfin le ramener au sommet. Mais il a dépensé trop d'énergie dans ce match et il perd du temps, ce qui permet à son adversaire d'encore une fois lever l'épaule. Ce match est vraiment à couper le souffle et j'imagine que vous le ressentez au travers des images, mais franchement si vous l'avez jamais vu je vous le conseille parce qu'il arrive à changer de rythme toutes les 30 secondes pour offrir un affrontement exceptionnel qui malheureusement va se conclure quelques instants après ça puisqu'alors que les deux se relèvent lentement en utilisant leur dernière force, John Cena arrive à surprendre Michaels en le coinçant dans un nouveau STFU et cette fois-ci au milieu du ring, le Heartbreak Kid n'a pas d'autre choix que d'abandonner comme l'avait fait son partenaire un an plus tôt. John Cena met donc un terme à ce WrestleMania comme il l'avait fait l'année précédente, il célèbre seul au centre du ring après une immense guerre qui lui a pris toutes ses forces, et c'est ainsi que se conclut cette nouvelle édition du plus grand show de l'année, qui vous le voyez, était vraiment particulière. On a vécu des matchs excellents, notamment le Money in the Bank et les 2 combats pour les ceintures majeures de la WWE, mais le reste de la carte était plutôt bizarre, entre des matchs moyens et des décisions étonnantes qui rendent ce show assez particulier. Pour autant, même si WrestleMania 23 n'est pas non plus un des plus grands de tous les temps, il offre quand même des moments importants avec la victoire de Mr. Kennedy dans le Money in the Bank et le premier excellent match de l'Undertaker à WrestleMania, et donc pour toutes ces raisons, c'est un show qui m'a quand même marqué. Du coup, comme d'habitude, j'attends vos retours sur cette édition de WrestleMania dans les commentaires, que vous l'ayez simplement vu à l'époque et que là vous vous soyez rafraîchi la mémoire avec ma vidéo ou bien que vous soyez carrément allé revoir le show. Et tant que j'y suis, j'en profite aussi pour vous souhaiter à tous une excellente année 2025, puisque cette vidéo est la toute première de l'année. Encore une fois, il y a de très belles choses qui vont se passer sur cette chaîne, mais aussi sur Twitch et sur ma chaîne secondaire, donc c'est important de me rejoindre là-bas. Moi, j'ai hâte de vous retrouver dès mercredi pour une vidéo qui, vous allez le voir, est assez particulière. C'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.